Bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour cette conférence sur le thème de l'éthique, la confiance et le digital. Je suis Renaud Ardouin, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, et j'aurai le plaisir de modérer cette conférence en compagnie d'Emmanuel Goffi, qui est professeur d'éthique de l'IA à l'Invent City, directeur de l'Observatoire éthique et IA de l'Institut Sapiens. Et également Emmanuel Vigneault, directeur de la practice Watson chez IBM France. Messieurs, merci d'être parmi nous. Nous regrettons pour ceux qui les attendaient l'absence de médecin direct qui, malheureusement, en dernière minute, n'a pu se joindre à nous, mais nous sommes certains qu'ils nous suivent et qu'ils participeront d'une manière ou d'une autre aux thématiques qui seront abordées aujourd'hui. Donc, nous avons trois mots aujourd'hui qui sont les maîtres mots de cette conférence, qui sont éthique, confiance et digital, sur laquelle nous allons, je pense, pas mal discuter, essayer de voir s'ils ont une cohérence les uns avec les autres, à l'heure où dans une société de plus en plus digitale, on a souvent soutenu au début de l'ère digitale que finalement l'Internet ou le monde digital était une sorte de zone de non-droit dans laquelle il ne régnait aucune éthique et il ne fallait surtout pas avoir de confiance, mais bien au contraire avoir de la méfiance. Donc nous allons discuter de tout ça avec nos deux intervenants et notamment Emmanuel Goffi, que je vais interroger et qui, je pense, a une opinion très intéressante sur la construction de ces trois mots, ou peut-être plus exactement, si je ne me trompe pas, la déconstruction des idées qu'on peut avoir entre les notions d'éthique et de confiance à l'intérieur du monde digital. Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'a intéressé quand j'ai vu vraiment la thématique et la question dont a été posée. Je me suis retrouvé un petit peu comme un bachelier qui découvre son sujet de philo, et puis je me suis dit, mais comment on répond à ça finalement? Il y a une réponse qui me vient tout de suite, pour on va dire, déniaiser tout ça, c'est de dire non, on peut pas avoir, l'éthique ne peut pas être évidemment un vecteur de la confiance dans le digital. Mais en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a mis finalement ces trois mots, pourquoi on les a accolés? Et parce que je travaille pas mal sur ce genre de sujet, parce que le mot confiance, on le voit un petit peu partout, évidemment dans le monde du digital, dans le monde de l'intelligence artificielle, mais au-delà, c'est quelque chose qu'on traite en ce moment, la confiance dans le politique, la confiance dans les sciences, la confiance, c'est vraiment un terme qu'on retrouve un petit peu partout. Et puis, ce mot éthique, qui vraiment est là pour le coup, on touche à quelque chose auquel je suis très très attaché, la question de l'éthique, je me dis, ok, très bien, ça c'est aussi quelque chose qu'on trouve partout, et notamment dans le domaine du digital. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre de retrouver ces deux mots, éthique et confiance, raccrochés au digital une nouvelle fois. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans la question, c'est de dire pourquoi on les a mis ensemble. Et ce que je note dans cette question, et encore une fois, ça n'est pas tourné contre la personne qui a rédigé la question, mais ce qui m'intéresse, c'est simplement de dire qu'il y a au moins trois biais dans cette question. Le premier biais, c'est de considérer que l'éthique est un vecteur de confiance. Pour moi, l'éthique, ce n'est pas du tout un vecteur de confiance, si ce n'est à entendre ou comprendre l'éthique de manière extrêmement superficielle, extrêmement limitée, comme renvoyant à l'idée de bien. Sauf que l'éthique, quand on fait une évaluation éthique, l'éthique, c'est le bien et le mal. Donc on peut très bien être éthique en faisant le mal, d'un point de vue purement philosophique. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en quelqu'un qui avance un argument éthique, mais qui fait du mal? Et puis de la même manière, l'éthique, c'est quand même relativement variable. Donc est-ce que mon éthique est l'éthique d'Emmanuel? Est-ce que c'est l'éthique de tout un tas d'autres genres? C'est pas nécessairement le cas. Donc c'est pas ce qui va faire créer de la confiance, c'est pas du tout ça. Donc ce premier lien, c'est un biais intellectuel qu'il faut tout de suite supprimer. Le deuxième, c'est de se poser la question de est-ce qu'on peut avoir confiance ou est-ce qu'il faut avoir confiance dans le digital? Là aussi, c'est un biais. Techniquement, on n'a pas confiance dans un outil, on a confiance dans un individu. Moi, quand j'utilise un smartphone, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai confiance dans mon smartphone, dans l'outil. Je me pose la question de est-ce que j'ai confiance dans les applications qui ont été développées par un certain nombre de personnes et qui vont les utiliser par la suite. C'est vraiment ça la question. Le digital en tant que tel, c'est un outil, c'est éthiquement et en termes de confiance, c'est complètement neutre. L'outil n'est qu'un outil, encore une fois. Et puis ensuite, quand on met les trois ensemble, on a l'impression que l'éthique est un vecteur de confiance qui serait nécessaire. Donc on sous-entend que l'éthique est naturellement un vecteur de confiance qui, encore une fois, n'est pas le cas. Mais en plus, on se pose la question de est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est fondamental, est-ce qu'il est important dans la relation au digital. Donc en fait, l'ensemble de la question, elle repose sur des postulats qui ne sont pas nécessairement
compris, qui ne sont pas nécessairement audibles et qui sont en plus extrêmement complexes. Quand on les met comme ça, le mot éthique, c'est quelque chose de très complexe. Le mot confiance, c'est quelque chose de très complexe. Et le mot digital, ça recouvre aussi là une réalité qui est éminemment complexe. Donc répondre à la question telle qu'elle, mis à part dire non parce que c'est une opinion personnelle, je pense que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette question. D'accord. Alors vous, Emmanuel, ce que vous me dites en fait, c'est qu'il n'y a aucune force contraignante dans l'éthique, si je comprends bien. Et la question, je pense que vous vouliez également aborder, c'était de savoir si l'éthique peut être gouvernée par les lois, gouvernée par le droit, et donc, qui dit droit c'est mon défaut de juriste, qui dit droit dit forcément force contraignante, dit quelque chose de contraignant qu'on impose à la société. Et est-ce qu'on peut, selon vous, imposer, ou est-ce qu'il serait souhaitable, selon vous, d'imposer l'éthique par le biais de la loi? Est-ce que ce sont deux notions qui se recoupent? Là, je m'adresse à tous les deux, je pense que vous avez une opinion tous les deux sur la question. Est-ce que ce sont deux notions qui peuvent se recouper ou qui sont nécessairement différentes? En fait, l'éclairage que donne Emmanuel est vraiment extrêmement intéressant. Pour autant, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus complètement balayer intégralement le sujet qui nous réunit ici, parce qu'en fait, le sujet qui nous réunit ici, il est malgré tout extrêmement présent dans les utilisateurs de ces technologies-là. Et alors, on peut prendre différents exemples. Alors, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais celui auquel je pense, c'est l'histoire d'un certain Glenn Rodriguez qui a fait plusieurs années de prison suite à un crime qu'il a commis il y a une vingtaine d'années, voilà, et qui pendant ces années de prison a fait preuve d'une docilité exemplaire, et qui, à la fin de sa peine de prison, quand on s'est posé la question de savoir s'il fallait le remettre en liberté, on a confié cette décision-là à un algorithme, une application qui s'appelait Compass, et qui a dit « Oh là là, ne faites pas ça ». Cette personne a un gros degré de risque de récidive. Et donc, ce pauvre homme est resté en prison. Et donc, ça, véritablement, ce que l'on constate, et pour moi, la raison pour laquelle on doit faire quelque chose, après, il faut qu'on débatte sur ce qu'on doit faire, mais la raison pour laquelle on doit faire quelque chose, c'est que les sujets, enfin, les applications digitales qu'on utilise aujourd'hui, elles peuvent avoir un impact fondamental sur la vie des individus. D'accord ? Et dans le cas de ce monsieur Rodriguez, l'impact, c'est qu'il reste en prison, quoi. Donc, ce n'est pas un impact complètement anodin comme dire tu as lu un bouquin et voilà les 3 autres bouquins que tu peux lire parce que moi, Amazon, j'ai fait une recommandation. Ça, à l'extrême, on s'en fout si l'intelligence artificielle se trompe. Voilà, donc, il y a un véritable sujet. Alors après, est-ce qu'on doit le légiférer ? Est-ce qu'on doit édicter des lois pour dire que telle chose est éthique ou telle chose n'est pas éthique ? Moi, je pense que si on en arrive là, c'est qu'on a perdu quelque chose dans notre société. Pour moi, l'éthique, et Emmanuel le disait aussi, c'est que c'est véritablement quelque chose qui fait appel à l'intériorité de chaque individu. D'accord ? Pourtant, il existe des lois bioéthiques, finalement, où on va guider, je dirais, les chercheurs dans ce qu'il est acceptable socialement de faire en termes de développement biologique, par exemple. Oui, mais justement, on peut discuter justement de le fait que ce comité bioéthique ou ces lois bioéthiques sont effectivement justes pour un individu. Toutes les lois bioéthiques qui sont citées, en fait, chacun est appelé derrière à être d'accord ou pas d'accord. Et en fait, je pense que c'est dangereux quelque part de pouvoir d'édicter les choses sous une forme de loi qui derrière est contraignante, comme vous l'avez dit, et qui est immuable et qui derrière s'applique pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société humaine, on ne peut pas être d'accord sur tout. Voilà. Donc il y a véritablement un trade-off, et il y a véritablement une limite qui, dans le cadre de l'éthique pour les algorithmes, doit encore être trouvée. Elle n'est pas forcément trouvée aujourd'hui. On ne sait pas véritablement à partir de quand est-ce qu'on doit légiférer pour pouvoir interdire ou pouvoir contraindre certains comportements. Et je pense que c'est toute la recherche aussi qu'on trouve. Alors il y a beaucoup de papiers qui sortent, papiers scientifiques même, parce que c'est véritablement un enjeu très scientifique aussi qui est à ce niveau-là. Beaucoup de papiers scientifiques qui cherchent à définir un cadre en disant peut-être certaines choses peuvent être régies par des algorithmes et c'est pas grave, d'accord ? Et à ce moment-là, j'ai pas besoin de fixer un cadre contraignant parce que l'impact de l'algorithme est faible. Typiquement, le livre, tu as lu tel livre, donc je t'en donne d'autres. Je t'en propose d'autres à lire, finalement c'est pas si grave que ça, l'impact n'est pas si grave. En revanche, dans le cadre d'une décision judiciaire,
là l'impact est beaucoup plus important et donc le fait de confier une décision à un algorithme aveuglément, là ça me pose plus de problèmes. Alors, c'est des choses qui sont expérimentées aujourd'hui pour un petit retour d'expérience, ce qu'on appelle la justice prédictive, et qui, de ce que j'en sais, ne fonctionne pas forcément très très bien. Ce que sous-entend votre réflexion, je pense à tous les deux, c'est qu'il y a de toute façon des choses qui ne peuvent garder qu'une dimension humaine. Et la justice en est un exemple. Oui. Vous me rejoignez là-dessus et qui finalement n'instaurerait pas nécessairement plus d'éthique ou plus de confiance dès lors qu'elles sont gouvernées par une intelligence artificielle. Oui, alors effectivement, et d'ailleurs, puisqu'on est dans un événement qui est organisé par une école d'ingénieurs, pour moi il est important aussi d'expliquer que si on en arrive aujourd'hui dans une situation où on doit légiférer sur l'éthique, c'est peut-être que notre système d'éducation se fragilise. D'accord ? Parce que si on doit aujourd'hui définir par des lois ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en ce qui concerne les applications qui vont être construites par des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que probablement notre libre arbitre et notre exercice intellectuel de la définition du bien et du mal ou de ce qui est finalement considéré comme éthique pour un être humain, probablement ça se fragilise. Et donc il y a aussi peut-être des choses à réinventer ou à retrouver dans notre système d'éducation. Alors ce n'est pas forcément que au niveau de l'école d'ingénieurs après le bac, mais c'est probablement peut-être aussi avant pour justement réentraîner, retrouver un peu le siècle des Lumières du XVIIIe siècle quelque part. D'accord. Emmanuel ? Moi, ce que je trouve vraiment super intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a un gros travail de pédagogie à faire parce que quand on prend le mot confiance, on prend le mot éthique, on prend le mot digital, quand on accole ces trois mots, il y a une espèce de tyrannie des mots et je vous rejoins sur le fait que l'éthique, ça doit rester quelque chose de très individuel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas normer. Si on le norme, ça devient du droit. Et donc à ce moment-là, ça devient une règle qui est applicable par tous, mais on n'est plus dans l'éthique. L'éthique, encore une fois, moi j'ai été militaire, c'est quand on dit tu ne dois pas tuer, très bien, ça c'est une règle morale en règle générale, mais dans mon éthique en tant que militaire, il y a un moment donné où je me retrouve dans une situation de combat où il va bien falloir que j'aille contre cette règle. Mais si la règle me dit tu ne dois plus tuer, à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. Ça peut être la même chose quand on défend des biens, quand on défend sa famille, quand on est attaqué en légitime défense. Et la règle morale, c'est qu'on ne doit pas tuer, on s'entend là-dessus. Mais mon éthique va me dire quelque chose de différent. Donc l'éthique, ça doit être... Si on commence effectivement, comme vous dites, à légiférer sur l'éthique, en fait, on vole aux gens leur capacité à s'autodéterminer dans leur choix de valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui me pose fondamentalement un problème. C'est une véritable tyrannie. Quand je vois l'éthique, vecteur de confiance envers le digital, il y a une tyrannie du mot, parce que le mot confiance est là en continu. Et on voit, confiance, c'est pas simplement le digital, on le disait en introduction, c'est aussi la question de la démocratie. J'entends sans arrêt dire, il y a un déficit de démocratie, de confiance en démocratie, déficit de confiance dans nos autorités, dans les institutions, etc. La question est mal posée, il n'y a pas de déficit. La démocratie repose sur de la vigilance. La démocratie repose sur un esprit critique qui amène de la méfiance, une méfiance raisonnée, une méfiance nuancée, mais ça n'est pas du tout, quand on parle de la séparation des pouvoirs, ça n'est pas du tout de la confiance. C'est parce qu'on se méfie de chacune des branches qu'on les a mis en place pour qu'elles se contrôlent les unes les autres. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on commence à dire aux gens « faites-nous confiance », globalement, on est un petit peu, vous savez, le serpent de K et Mowgli, là, on endort la vigilance, faites-nous confiance, on endort la vigilance des gens, on postule leur ignorance, qui est un postulat qui n'est pas toujours faux, on n'est pas tous des sachants dans tous les domaines, on est tous des ignorants en puissance, et on postule le fait aussi qu'on ne peut pas expliquer aux gens, et donc on va les enfermer dans une bulle un petit peu réconfortante, un petit peu rassérénante, en leur disant éthique, confiance, et systématiquement ces simples mots convoquent de la confiance. Si je dis mon algorithme est éthique, pour la majorité des gens, l'idée ça veut dire c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Et encore une fois, l'éthique, ça n'est pas que du bien. Et même le bien d'ailleurs, c'est très variable en fonction des zones où on va. Il y a cette question qu'on a avec Stop Covid, avec la surveillance, la société de contrôle, cette critique qu'on fait par exemple du système chinois. Mais évidemment, la surveillance chez les Chinois, d'un point de vue éthique, elle est vue de manière complètement différente de ce qu'on peut voir ici en Occident. Et pourtant, on s'autorise malgré tout à avoir des caméras dans certaines stations de métro, à avoir des caméras dans la ville de Nice, et en nous expliquant que c'est pour notre bien, etc., etc. Donc,
ces mots qui paraissent simples, qui convoquent des perceptions extrêmement simples, extrêmement superficielles, très rassurantes, en fait cachent une complexité qu'il est nécessaire, et là je vous rejoins sur la formation, avant le bac, après le bac, et pas simplement chez les ingénieurs, aussi dans les sciences humaines, partout, aller toujours inciter les gens à être curieux au-delà du mot et au-delà du discours, parce que le discours en lui-même, il est aussi là pour vendre des produits quand on parle de digital, donc il faut être relativement méfiant pour le coup. Très bien, je retiens que je vais arrêter d'appeler les chartes que je rédige chartes éthiques, mais que je les appellerai chartes juridiques, puisque ces mots n'ont pas le même sens, je l'ai bien compris. Et j'aimerais rebondir du coup sur cette notion de confiance, et notamment cette confiance dans le digital, puisque, une fois de plus, je le vois par le spectre du juriste, mais on constate que le législateur met en place des lois qui intègrent complètement le mot confiance et qui assument le mot confiance. Une des lois fondatrices du droit de l'Internet, si je peux l'appeler comme ça, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004 en France. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, justement, sur la volonté affichée de ce texte, c'est de dire venez consommer sur Internet, en tout cas, venez permettre le développement de l'économie numérique, parce qu'on vous a pondu une loi dans laquelle il y a le mot confiance. Est-ce que ça vous fait réagir, Emmanuel ? Oui. Alors effectivement, en fait, à travers une caractéristique première de l'être humain, c'est qu'il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc forcément, quand vous confrontez un être humain à ce qu'il ne connaît pas, comme par exemple l'avènement des réseaux, du téléphone mobile ou des choses comme ça, il commence par éprouver une certaine méfiance par rapport à cette nouveauté. Et en plus, tout le monde est d'accord pour dire que les transformations qu'on a vécues sur les 20 dernières années, elles se sont faites de façon relativement violente. À l'échelle de l'humanité, on n'a pas tellement connu de modifications, de transformations aussi violentes. Généralement, ça se faisait à l'échelle de 1 ou 2 générations. D'accord ? Là, au sein d'une seule génération, moi je ne suis pas si vieux que ça, et quand je suis né, je n'avais pas de téléphone mobile, je n'avais pas d'internet, il n'y avait pas ces choses-là, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'à l'aube des années 2000, on a un pouvoir politique qui s'est dit « Oh là là, j'ai la possibilité d'avoir une relance économique intéressante parce que j'ai l'industrie du numérique qui se développe. C'est catastrophique si les gens ne l'utilisent pas. » Et donc on revient un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que toute cette logique de créer une espèce de climat de confiance, il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout, à mon sens, une logique économique derrière. C'est vachement important de comprendre ça, d'accord ? Quand je me souviens de quelqu'un, j'ai oublié le nom, qui disait « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». D'accord ? Bon, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Objectivement, aujourd'hui, on utilise tous des produits gratuits. Google, Facebook, tous les réseaux sociaux, tout ça c'est gratuit. Moi, je ne dépense pas d'argent pour faire un tweet. Après, mais c'est toute la question des données à caractère personnel et alors du voilà, règlement européen. effectivement, on y vient sur ces sujets-là. Mais bon, et donc du coup derrière, forcément, on crée une certaine forme de climat de confiance où on va quelque part passer de la pommade, ou en tout cas endormir les gens, ou endormir leur méfiance naturelle en leur disant « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, les choses vont bien se passer. » Voilà. Alors, il ne faut pas non plus être complètement parano. Je ne pense pas qu'il y a une véritable volonté de nuire dans l'établissement de cette loi en 2004. Je ne pense pas. Mais je pense quand même malgré tout qu'il faut véritablement ne pas perdre de vue, et c'est exactement aussi ce que tu disais, Emmanuel, derrière, c'est il faut que chaque personne fasse cet exercice intellectuel d'aller au-delà des mots pour aller véritablement voir ce qui se passe derrière et faire appel à son bon sens et à son libre arbitre et son esprit critique. Qu'en pense le philosophe ? Le philosophe, il est toujours sceptique quand on met des mots confiance comme ça, parce que le droit, justement, et là on se rejoint complètement, la confiance, c'est quelque chose de très très compliqué qui n'intervient que quand on a un certain degré d'incertitude. Je prends un exemple très simple.
J'arrive à un feu, je veux traverser une route qui est relativement passante, le feu est rouge pour les voitures, vert pour les piétons, il y a des voitures qui sont arrêtées. À aucun moment, je me pose la question de est-ce que j'ai confiance dans les conducteurs des différentes voitures pour traverser en sachant qu'ils ne vont pas redémarrer. Je me pose pas personne ne se pose ce genre de questions, on traverse naturellement. En contrepartie, je prends le même cas, mais il n'y a pas de voitures qui sont arrêtées et j'entends des voitures qui arrivent. Là, je vais avoir un certain degré d'incertitude sur le fait de la voiture, elle est en mouvement, est-ce qu'elle va s'arrêter, est-ce qu'elle ne va pas s'arrêter. Donc là, va se poser. On ne va pas se la poser d'un point de vue philosophique, est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai pas confiance. Mais on va marquer un temps d'arrêt en regardant la voiture et en se disant, est-ce qu'elle va s'arrêter véritablement. Puis des fois, on a un doute. Donc la confiance, la première chose, c'est qu'elle arrive dans un moment d'incertitude, dans un moment de doute, dans un moment où finalement la connaissance des risques et de ce qu'on a à gagner n'est pas suffisante pour qu'on puisse y aller sans se poser de questions. Donc quand on me dit, il y a une loi qui dit vous pouvez avoir confiance, d'une certaine manière, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on me vole mon libre arbitre. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une loi qui me dise faites-nous confiance. Moi, je veux une loi dont je suis certain, quand il va y avoir une violation d'une règle, la loi va s'appliquer. C'est ça que je veux. Si on me dit, OK, à partir du moment où telle entreprise utilise par exemple vos données personnelles d'une manière qui n'est pas conforme à la loi, elle sera sanctionnée, c'est certain, 100%, je ne vais pas me poser de savoir si j'ai confiance dans le digital, parce que je sais qu'il y a des garde-fous, parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui vont contrôler tout ça. Une loi qui me dit, faites-nous confiance, c'est une loi qui me dit, il y a de l'incertitude, on va garder de l'incertitude, mais on va essayer d'une certaine manière de limiter cette incertitude en vous disant faites-nous confiance. Mais moi, je n'ai pas à avoir confiance dans le législateur. Quand on regarde les lois européennes, je sais qu'il y a des lobbies à l'Union européenne. Est-ce que les législateurs sont autonomes? Est-ce que les législateurs sont véritablement... Est-ce qu'ils ne sont pas mus par des intérêts économiques? Très certainement, surtout dans l'intelligence artificielle où il y a des débouchés économiques qui sont phénoménaux, surtout au moment où l'Union européenne dit on veut se positionner avec l'Amérique, avec la Chine comme un acteur fondamental de l'intelligence artificielle. L'Inde fait pareil. Pourquoi j'aurais confiance dans le législateur? J'en sais rien. Moi, quand je lis le RGPD, pour moi, c'est... Je vais être un petit peu vulgaire, mais c'est une vaste fumisterie. C'est très sympathique, hein, mais c'est plein de mots qui sont pompeux, qui sont extrêmement complexes, alors qui ont, encore une fois, qui sont des actes de langage, des actes performatifs, où on nous dit « mais regardez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Mais quand on regarde la manière dont on peut interpréter les termes, la manière dont on va les appliquer, parce qu'il y a aussi de l'applicabilité, quand on regarde le régime de sanctions qui va être mis en œuvre, pas mis en œuvre, qui est relativement variable, je me dis très bien, on a un RGPD, mais c'est quand même l'anarchie derrière tout ça. Donc pourquoi moi j'aurais confiance dans le RGPD? Pourquoi j'aurais confiance dans le législateur? Donc, encore une fois, et par contre, c'est vrai, il faut pas devenir complètement fou, hein, il ne faut pas devenir parano, mais il faut toujours avoir un certain degré de vigilance et il ne faut pas acheter ces mots tels qu'ils sont et tels qu'ils nous sont vendus. Il faut vraiment aller au-delà du mot. Et de toute manière, je pense que dans une démocratie, c'est aussi le rôle d'un citoyen que d'aller chercher, que de s'informer hein, et de ne pas simplement acheter ce qu'on lui vend tel quel. On a deux questions des personnes qui nous regardent. Une première question, c'est ce ne serait tant pas une question d'éthique que de transparence? Est-ce que le plus important... C'est une bonne question. Parce qu'en fait, c'est un peu... comment dire, on transfère un petit peu l'éthique sur cette recherche de transparence. En fait, comment dire, un être humain est un être éminemment rationnel. D'accord ? On aime bien comprendre les phénomènes qui nous entourent. Mais bon, le rationnel, il est surtout corrélé au nombre de paramètres qui vont intervenir dans l'explication d'une situation telle qu'on la vit. Et globalement, un être humain normalement constitué, au-delà de 10 ou 20 paramètres, il est un peu largué, quoi. D'ailleurs, un avion, vous prenez un avion de ligne, si le pilote était tout seul à analyser les centaines de paramètres qui venaient pour lui dire vas-y, bouge ton assiette comme ça, bouge machin, ça ne marcherait pas en fait. On pourrait pas développer. Donc on a besoin aussi d'aide pour pouvoir faire certaines choses dès lors que le nombre de paramètres devient plus important. Bon, un algorithme d'intelligence artificielle, un réseau de neurones, c'est des millions de paramètres en fait. Et aujourd'hui, on a même des milliards de paramètres. Quand on regarde les réseaux profonds GPT-3 ou autres, ou même BERT, qui est un algorithme qui date de 2018, on arrive à des centaines de millions de paramètres. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'intuition, on est dans le statistique, et l'être humain, il n'est pas du tout à l'aise là-dedans. Et du coup, il y a aussi une volonté forte de dire « ouais, mais attendez, l'algorithme, il a dit que c'était ça, mais pourquoi ?» Est-ce que vous pouvez m'expliquer le cheminement rationnel qui a mené à la conclusion de cet algorithme-là? Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas bien l'expliquer. Il y a un peu toute une course entre les gens dans les labos de recherche qui créent des algorithmes de plus en plus compliqués
et d'autres qui courent après pour essayer de dire, d'établir en fait une forme de théorie. Parce qu'en fait, toute cette recherche d'intelligence artificielle, elle est très empirique aujourd'hui. C'est en gros, je teste des trucs, et puis si ça marche pas, bah, j'oublie, je coupe la branche, hein, d'accord, j'arrête de chercher, et puis si ça marche, bah, je continue. Mais la théorie, en fait, elle vient dans un second plan, ce qui scientifiquement est extrêmement bizarre, quoi. Au 19e, enfin, jusqu'au milieu du XXe siècle, on a toujours fait l'inverse, on a toujours établi des théories, et puis après essayé de valider ces théories par l'expérience. Là, on fait l'inverse. On fait des expériences avec une foultitude de paramètres, tout ça, et si ça marche, super, on est content, mais on ne sait pas trop pourquoi, d'accord? Et on cherche à l'expliquer derrière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de frameworks, d'explicabilité, qui vont essayer de chercher à donner une forme d'explicabilité à cet algorithme. Bon, après, est-ce que ça résoudra tous les problèmes d'éthique? Je ne suis pas certain, au regard de tout cet échange un peu philosophique qu'on a eu, ça ne résoudra pas tout ça. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis que ça ne le résoudra pas. Pour moi, on ne peut le résoudre que par ce qu'on a partagé ici, c'est-à-dire le travail intellectuel de chaque individu qui doit se poser cette question et qui doit faire appel à son libre arbitre. Alors pour en revenir et pour rebondir sur la question sur le rapport au droit, il est clair que si je prends l'exemple du RGPD, le RGPD, ça ne vous vend pas de l'éthique, mais ça vous vend de la transparence. Ça vous vend de la transparence de voilà l'obligation que vous avez en tant que responsable de traitement, c'est d'informer vos utilisateurs de ce que vous allez faire de leurs données. C'est mieux que rien. Peut-être que vous allez en avoir une utilisation non éthique ou qui ne correspond pas à la morale ou à l'éthique de chacun. Mais en tout état de cause, vous avez cette obligation de transparence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le RGPD ou un certain nombre de règles, c'est qu'on vous explique que ces textes normatifs de l'Union européenne sont fondés sur des valeurs, c'est-à-dire que ça vous renvoie implicitement à de l'éthique. Quand on vous dit transparence, c'est parce qu'on considère que c'est une valeur. D'accord, c'est le respect de la vie privée, etc., etc. Donc ce sont des valeurs. Donc on vous dit, ça repose. Donc les gens font nécessairement le lien entre l'éthique, les valeurs et puis les normes du RGPD. Pour rebondir sur la question de la transparence et la question de l'explicabilité, ça aussi je trouve que c'est magnifiquement génial parce que ça ne présente strictement aucun intérêt. Moi, je suis nul je suis nul en mécanique, d'accord? Je vais chez mon garagiste, il m'ouvre le capot, il me dit, je vais vous expliquer le carburateur, le machin. Il est super transparent. Je vois le moteur, le mec m'explique tout dans le détail. Est-ce que ça veut dire que je comprends? Non. Je ne sais pas ce que le mec est en train de m'expliquer, des algorithmes ou le fonctionnement de l'apprentissage profond. Vous pouvez être le plus transparent possible, vous pouvez mettre vos algorithmes sur Internet. Oui, d'accord, mais ce n'est pas la vocation. La vocation de la transparence, c'est que les gens puissent faire des choix qui soient des choix raisonnés en connaissance de cause, parce que c'est ça quand même l'idée, hein, d'accord? Il faut que les gens puissent faire un choix raisonné quand je vais chez le garagiste, puis il me dit bon monsieur, est-ce que vous préférez tel type d'huile ou tel... Il va m'expliquer, il va me dire attention, regardez le degré de machin, il va tout m'expliquer par le menu. Oui, ça c'est certain. Mais je vais sortir de là. En fait, le truc c'est que quand tu déposes ta voiture et puis tu dois changer d'huile, tu as 5 modèles d'huile possibles. Tu dis à ton garagiste lequel vous me conseillez. Il va te dire celui-là. Et toi en fait, tu vas lui faire confiance. Oui. Donc en fait, tu crées. Voilà. Mais en revanche, le garagiste en lui-même, lui, il comprend. C'est-à-dire qu'il comprend pourquoi est-ce que cette huile, elle est mieux que les 4 autres. On s'entend que quand le RGPD parle de transparence, c'est pas pour que le législateur comprenne ou que le programmeur comprenne, parce que ça, on ose espérer que le programmeur comprend ce qu'il fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la personne qui va utiliser comprenne. Ça, oui, d'accord. Donc c'est là où la transparence et l'explicabilité. Moi, quand un médecin me dit, OK, on va vous faire une chirurgie, s'il m'explique tous les détails de la chirurgie, je vais dire, OK, super. Et je vais lui faire confiance parce que mon niveau de connaissance est trop faible. Mais la transparence et l'explicabilité, encore une fois, là aussi, ce sont des termes qui sont là pour rassurer, mais qui ne veulent rien dire. Personne ne lit les algorithmes, personne ne va chercher, enfin, je veux dire, personne, mis à part les sachants, je veux dire, le français moyen, l'européen moyen, il ne va pas s'amuser à essayer de comprendre quel est l'algorithme et comment il fonctionne. Beaucoup d'algorithmes de ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, de toute façon, sont secrets, ou en tout cas ne sont pas divulgués, non? C'est pas vrai? Non, c'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de contributions open source. Les algorithmes que j'ai cités tout à l'heure, ils sont tous open source. Après, bien entendu, probablement, certains algorithmes, certainement, je sais d'ailleurs, voilà, sont pas forcément communiqués ou publiés, certes. Mais il y a quand même une volonté de transparence pour que voilà, sur les algorithmes, les différents algorithmes, les techniques qui sont utilisées. Il y a beaucoup de papiers scientifiques qui sortent. Donc non, je pense que d'un point de vue scientifique, il y a une certaine ouverture quand même. Après, juste pour dernier point, j'ai lu récemment un article qui traitait des algorithmes qui étaient utilisés par un grand journal français, un grand quotidien français, qui parle justement de transparence.
je peux même mettre j'aimerais pouvoir partager cet article parce que la personne qui l'a fait décortique, explique. Il y a un souci d'explicabilité qui est phénoménal, il y a un souci de transparence qui est phénoménal. L'article est très long parce qu'en plus, quand c'est complexe, ça prend du temps à expliquer pour la transparence. Moi, je suis sorti de là, j'étais complètement lobotomisé et je suis incapable de comprendre ce qui s'est passé. Et pourtant, encore une fois, il y a de la transparence, il y a de l'explicabilité. Donc là aussi, il faut faire attention que l'intention soit bonne. On va dire par défaut qu'on va penser que l'intention est bonne, mais il y a une logique économique. Quand on a un RGPD, quand on a de la transparence, quand on a de l'explicabilité, ce qu'on dit aux gens, c'est vous pouvez nous faire confiance, regardez. Si vous voulez savoir comment ça marche, regardez. Ouais. Expliquez-moi comment un Français moyen que je suis va aller regarder dans des lignes algorithmiques et va comprendre comment fonctionne Stop Covid. Ça me paraît complètement inepte. Donc, d'une certaine manière, je me dis, très bien, c'est transparent, c'est explicable. Mais je ne sais même pas d'ailleurs où aller chercher si je veux lire ces documents. Et de toute manière, je ne veux pas les lire parce que je ne les comprendrai nécessairement pas. Donc là aussi, attention. Vraiment, vraiment, attention aux mots et attention à cette tyrannie des mots et ce que ça cache d'une certaine manière. Il ne faut pas faire de la théorie du complot, c'est complètement stupide, ça n'a aucun intérêt. C'est simplement de la responsabilité de chaque citoyen de s'informer pour pouvoir appliquer un consentement éclairé. D'accord, très bien. Peut-être dernière question, si nous en avons le temps, peut-être que vous allez réagir là-dessus. Ne pourrait-on pas sous-entendre qu'il y a déjà des lois, puisqu'on parle de cybercrime? Je ne sais pas si vous voulez réagir, je peux en dire deux mots si vous voulez. À vous la parole. Alors, en fait, le cybercrime, pour moi, il n'est pas forcément lié à l'éthique ou à la responsabilité ou à l'équité utilisée dans un algorithme d'intelligence artificielle. Le cybercrime, pour moi, c'est un crime qui est commis en utilisant effectivement des techniques digitales pour aller extorquer des fonds ou des choses comme ça. Donc, mais comment dire, que je vole des fonds en utilisant une voiture bélier pour casser une banque ou que je les vole en pénétrant dans un réseau d'une banque et pour les voler, en fait, à la fin du fin, j'ai volé de l'argent, quoi. Et donc la loi qui me punit pour ça, c'est le texte sur le vol. C'est probablement la même. Après, je suis pas. Non, il faut lutter contre les idées, contre certaines idées qui visent à croire que dès lors qu'on est dans l'espace cyber, les lois ne s'appliquent pas. Les lois s'appliquent. Il y a même des crimes et des délits dédiés au type de pratiques faites sur l'espace digital, mais tout s'applique et c'est absolument pas une zone de non-droit. On me signale que c'est la fin de l'intervention. Est-ce que vous voulez juste ajouter je vous remercie vivement et je vous laisse la parole pour peut-être le mot de la fin. Lisez des livres. Faites cet exercice intellectuel d'aller au-delà des mots. Construisez-vous votre propre éthique. C'est ça. Ok, très bien. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.